Archive mémorielle d'Afarius. Les autres légions, crois-je, juge offensant que ma légion adopte non seulement mon apparence quand elle a affaire à autrui, mais aussi mon nom. Elles se disent que mes guerriers s'arrogent une identité qui leur est supérieure, qu'ainsi ils ne participent pas qu'à une mascarade pour préserver le secret, mais qu'en prenant le nom de leur primarque, ils revendiquent une autorité imméritée. Rien n'est moins vrai. Mon nom n'a rien de spécial. Ce n'est pas un trésor unique, ni un apanage. Nous ne sommes pas les Luna Wolf, chez qui Horus Aximandre porte le sobriquet de Petit Horus pour bien signifier à tous qu'il est inférieur à Horus Lupercal. Tous les membres de ma légion peuvent utiliser mon nom. Si un de mes légionnaires se fait appeler Alpharius, cela ne signifie qu'une chose. Mon identité est sans importance. Seule compte ma fonction. Terra's Glory. Naturellement, il eût été très difficile d'introduire discrètement des bâtiments lourds de la 20e Légion dans le système Volda. Non pas que cela eût été impossible, car entre autres avantages conférés par la présence de technoprêtres tels que le Magos Kunitax, il y avait la connaissance de la technologie de détection impériale standard en service sur Volda depuis son rattachement. Nous savions par conséquent comment la déjouer, mais en vérité ce n'était même pas nécessaire, car le but n'était pas de lancer une opération d'envergure. Nous nous contentâmes d'un navire marchand de classe vagabond, l'Argolisa, que nous fîmes s'insérer tout simplement parmi le trafic marchand du système. Si les autorités locales nous avaient arraisonnés, elles auraient eu un choc, car outre l'équipage ordinaire composé d'un capitaine, d'une poignée d'officiers de second, de spatiaux sous contrat endenturés et de serviteurs au cerveau effacé, l'Argolisa accueillait aussi 6 légionnaires, un Magos de Mars et un primarque encore inconnu de l'essentiel de l'Imperium. Heureusement pour les intéressés, à commencer par les autochtones, la question ne se posa pas, et nos codes d'identification suffirent à nous permettre d'accoster à l'une des plateformes orbitales. On ne tarda pas à nous contacter. « Vagabond Argolisa, ici le capitaine Lanesra du Terra's Glories », crépita le Vox. « Demande permission de vous aborder pour un transfert de cargaison. »« Terra's Glories, ici Argolisa. Quel mot avez-vous pour nous ?» répondit formellement le capitaine Yohara. En tant que capitaine d'un bâtiment de soutien, elle ignorait ma véritable identité. Mais elle savait fort bien qu'un seigneur de la 20e Légion se tenait derrière elle, et je ne doutais pas de son désir de faire bonne impression. « Argolisa, le mot est Adelphos. »« Confirmé, Terra's Glories, vous avez la permission d'aborder. » Yohara coupa le Vox off et ricana. « Terra's Glories, un bien grand nom pour quelque chose qui pourrait être abattu en heurtant un oiseau ?» Je regardais dans le scope. Le Terra's Glories était en effet un transport léger, qui n'était guère bon que pour faire la navette entre l'orbite et la surface. Mais, plus important, le capitaine était un agent dont la connaissance des lieux pourrait nous être utile. Il fera l'affaire. Je me demande combien il y a de vaisseaux baptisés Terra's Glories dans la galaxie. Songea tout haut Tilenscore. C'était en temps normal le primate de l'équipe de chasseurs de tête que j'avais commandé sur Trula. Mais si compétent et pour tout dire brutalement efficace qu'il fut dans ce rôle, j'avais pour idée que ses talents seraient mieux employés ailleurs. Score avait une forte personnalité qu'il peinait à réfréner dans l'intérêt de la subtilité ou du subterfuge. Aussi envisageais-je d'exploiter ce trait en le laissant être lui-même. Bientôt viendrait le jour pour la 20e Légion d'enfin annoncer son existence à toute la galaxie, même si je ne m'étais pas encore révélé moi-même. Score, tout comme Dinat, pourrait être un des visages que nous présenterions à nos frères des Légions, une âme bien trempée, facilement reconnaissable, et commode pour démentir toute accusation de flou délibéré en ce qui concernait notre personnel ou notre apparence. « Peut-être devrions-nous adopter ce nom pour tous nos navires, » plaisanta Dersus. « Imaginez un peu la confusion chez une flotte ennemie, si elle se retrouve face à des vaisseaux qui ont tous la même désignation. » Le Terra's Glories manœuvra jusqu'à nous en utilisant délicatement sa position avec ses fusées d'attitude, avant de déployer un couloir d'accès entre nos deux vaisseaux. Un choc assourdi indiqua que les joints magnétiques étaient en place, et un voyant vert clignota pour confirmer que nos capteurs identifiaient de l'autre côté un air pressurisé respirable. Non pas que cela ait eu une grande importance, car nous disposons d'armures d'une autonomie de plusieurs heures dans le vide ou dans une atmosphère toxique, mais cela indiquait du moins que le capitaine du Terra's Glories ne s'était pas laissé aller à des rêves de piraterie aussi tentateurs qu'absurdes. Nous nous rendîmes au point d'embarquement sans tarder, mais sans précipitation.
Un chaland de transport léger qui prélève du fret dans un vaisseau marchand est censé rester sur place le temps de procéder au transfert des marchandises, d'en vérifier les bordereaux, de s'assurer qu'il n'y ait pas de paiement en suspens, et ainsi de suite. Si des regards indiscrets nous observaient, un accostage trop bref attirerait l'attention, voire les soupçons. En l'occurrence, le secret n'était pas primordial, mais toujours souhaitable. Par ailleurs, mieux vaut ne pas mettre à l'épreuve pour la première fois les méthodes et le personnel dans des conditions critiques. Le capitaine Lannesra, du Terras Glories, avait la haute taille et la maigreur courante chez les humains natifs du système Volda, et portait une ample robe zinzoline brodée de vermillon. Je reconnus là une coutume locale dénotant le rang et l'ascendance d'un individu, et à en juger par le motif et la densité de la broderie, la personne que j'avais face à moi devait être presque tout en bas du système de classe sociale traditionnel. Les agents de la 20e Légion se recrutent fréquemment parmi les gens de basse extraction. Un haut rang et un réseau de relations sont indéniablement utiles, mais ils vont trop souvent de pair avec une prétention bien ancrée. Si on propose à un membre de l'élite l'occasion de servir, il cherchera en détail de quelle façon cela lui sera profitable. Et il peut très bien décider au moment le plus inopportun que finalement, sa vie lui convient telle qu'elle. Si on propose l'occasion de servir à quelqu'un qui se trouve au bas de l'échelle sociale, en lui fournissant une cause dans laquelle croire, ainsi que la chance de faire partie d'un tout autrement plus exaltant que son piètre lot actuel, il s'empressera de la saisir. Tout particulièrement si cela s'accompagne d'avantages potentiels qui, sans cela, lui auraient été inaccessibles. Les humains aiment se sentir spéciaux. Si la société ne les considère pas comme tels, on peut satisfaire ce besoin en leur confiant un secret important, et dont ils ont le sentiment de faire partie. Tant que cela leur permet de se sentir spéciaux, ils garderont ce secret. Un libre marchand peut prendre de haut un capitaine de chaland, mais si ce dernier sait que lui, il sert secrètement les légionnaires Astartes, il se considérera comme l'égal du libre marchand. À l'ouverture de l'écoutille, Lannesra écarquilla les yeux en se retrouvant face à face avec 7 légionnaires. Les chasseurs de tête étaient en armure furtive, et on n'aurait pas su dire immédiatement à quelle légion ils appartenaient. Mais Akil Gukul et moi étions sans armure. Néanmoins, alors même que je recourais à mon don pour ne pas exposer d'emblée ma véritable identité, notre taille apparente et nos compagnons ne laissaient aucun doute sur qui nous étions. « Salutations » dit Otilenskor dessous son homme. « Je suis Alpharius. »« Seigneur, vous servirez un honneur » s'inclina Lannesra avant de nous céder le passage, et nous montâmes à bord du chaland. Il était exigu, encore que largement capable de nous transporter tous les 7. Le reste du volume disponible était destiné à des caisses standardisées contenant des vivres ordinaires, que des serviteurs amenaient de l'Argolisa. Cela afin que le Terras Glories ait de quoi justifier son excursion en orbite. Une fois la dernière caisse rangée et le dernier serviteur parti, Lannesra verrouilla l'écoutille derrière nous dans un raclement de machinerie et s'inclina de nouveau. « Quels sont vos ordres, Seigneur Alpharius ?»« Vers la surface, » indiqua Skor d'une voix déformée par le haut-parleur de son homme. « Il nous faut un site proche de Primeville, mais qui n'est pas surveillé de près. » Lannesra acquiesça en arborant un sourire satisfait. « Je connais un lieu tout indiqué, Seigneur. On ne peut pas s'en sortir avec un tel engin sans savoir esquiver les limites de la douane. » Sans en dire plus long, le capitaine du chaland se dirigea vers le poste de pilotage, et je sentis peu après une légère oscillation sous mes pieds quand les amarres se déverrouillèrent et que nous nous mîmes à dériver. À petits coups de fusée de manœuvre, Lannesra nous éloignait de la muraille qui était le flanc de l'Argolisa, qui, tout en étant un bâtiment modeste selon les standards de l'Imperium, faisait figure de Léviathan comparé au chaland, avant d'actionner la propulsion principale pour nous diriger vers l'orbe gris-bleu de Volta Beta. Le trafic aérospatial autour d'un monde tel que Volta Beta, site de production actif rattaché à l'Imperium, peut paraître d'une densité impénétrable vue d'un relais cogitateur. La quantité d'appareils dépasse ce qu'un esprit humain peut appréhender et suivre, d'où la nécessité de décomposer ce flux selon des axes systématiques, afin d'en permettre la gestion au cas par cas et en temps et en heure. Lorsqu'on cherche à pénétrer ce genre de système, la perspective est toute différente. Si petite et discrète que soit votre embarcation, on a l'impression qu'il n'y a rien d'assez gros parmi les autres engins pour la dissimuler. Une petite voix, à l'arrière du crâne, martèle avec insistance qu'on est à bord soit d'un bâtiment trop gros pour ne pas être remarqué, soit trop petit pour ne pas être suspect. Dès qu'on décline son identité sur les ondes, on se livre au système. Et si au contraire on maintient le silence, ce mutisme est en soi flagrant comme un aveu. Quand je pénétrais la sécurité du palais impérial, je ne comptais que sur moi-même. Dans le cas présent, je devais compter sur de nombreux autres individus. En premier lieu,
ceux que j'avais personnellement entraînés et en qui j'avais confiance. Puis ceux qu'ils avaient à leur tour entraînés et en qui ils avaient confiance, et ainsi de suite. En quel point de cette toile ténue pouvaient survenir des erreurs? Où est-ce que quelqu'un pouvait manquer quelque chose? Je ne le saurais pas avant que quoi que ce soit tourne mal. Si intelligent et clairvoyant que je puisse être, tout en étant suffisamment rationnel pour ne pas sursauter à la moindre fausse alerte, j'ai assez d'expérience de la nature humaine, et même transhumaine, pour savoir que nul n'est infaillible. Plus on opère avec subtilité et complexité, plus il y a de place pour l'erreur, ce qui réciproquement souligne les mérites de ma légion à chacune de ses réussites. Néanmoins, chaque fois que je prenais part à une opération clandestine, il m'arrivait de regretter la simplicité du combat direct, tout en retirant une grande satisfaction à tisser de nombreux fils jusqu'à aboutir à une trame, en particulier quand les fils dépendent d'autrui et justifient le choix que je fais de mes subordonnés. Je prends plaisir à me mesurer à une épreuve sans pareille. Savoir que tout, au moment suprême, repose sur soi. Je suis un combattant tel que Valdor lui-même ne m'a pas battu. Encore que la brièveté de notre duel ne permette pas d'en tirer des conclusions fermes. J'aurais pu choisir de faire la guerre d'une façon plus directe, en allant au-devant de tout ennemi que ma légion et moi affrontions. Nous aurions fait preuve d'excellence, car c'était au bout du compte ce pourquoi nous avions été créés. Il se pourrait même que nous ayons apprécié cela. Toutefois, l'Imperium disposait déjà de nombreuses légions qui se battaient de la sorte. Ma 20e n'engageait le combat que selon les termes qui permettaient de maximiser les dégâts infligés, là où l'ennemi était le plus vulnérable. Une démarche de pleutre, pourrait-on se dire, mais l'efficacité, aux yeux de ceux qui n'ont pas cette vertu, passe trop facilement pour de la couardise. Il n'y aurait pas de véritable combat au cours de cette mission, car nous comptions sur le subterfuge. Les chasseurs de tête allaient exécuter leur cible au cours d'une nuit de représailles sanglantes, quoique précises, contre ceux qui osaient mettre en doute la gloire de l'empereur, pendant que Gucul et moi irions chercher la source des rumeurs au sujet de celui qui pourrait être mon frère. Nous allions nous introduire dans la place comme des fantômes, et en partir de même, en ne laissant que de rares témoins de notre présence, et personne qui n'ait la moindre idée de notre nature ou de notre but. J'ai rarement tort. Quand c'est le cas, c'est mémorable.